Bonjour à tous et à toutes. Donc, ne vous attendez pas à des formules de maths, ne vous attendez pas à des choses très compliquées. Je suis ici pour vous donner quelques idées sur la fiabilité à la maintenance que certains d'entre vous connaissent bien, très bien ou pas du tout. Et puis, des choses qui sont possibles à faire dans ce domaine, dans le cadre de la modélisation stochastique. Je vais ouvrir quelques pistes chaque fois de réflexion et dire, par exemple, préciser sur tel ou tel point, moi je fais telle ou telle chose, mais ce ne sera pas vraiment orienté sur exactement ce que je fais moi. D'accord? Il y aura aussi des choses que je fais. Merci d'être là. Donc j'espère que tout le monde, quel que soit son bagage scientifique ou non scientifique, trouvera quelque chose d'intéressant dans cette présentation. Alors, on va commencer par dire qu'est-ce qu'on fait en fiabilité. Qu'est-ce que c'est que la fiabilité? Quand on parle de fiabilité, en général, on parle d'un système, un objet, un composant qui a des intérêts importants à ce qu'il fonctionne. Donc, on donne beaucoup d'importance à son état de fonctionnement et on voudrait savoir quelle est la possibilité que cet objet, ce système, soit en panne. Et que si jamais c'est en panne, on puisse intervenir, éviter la panne ou faire des actions nécessaires. Pour ça, il faut donc connaître quelques points. Dans le cadre de la fiabilité, ce qu'on regarde, c'est la durée de vie des composants ou des systèmes. Pourquoi on parle de fiabilité et pas, par exemple, médecine? Parce que la fiabilité des êtres humains aussi peuvent être peut-être rentrés dans le cadre de ces études. Non, parce que la durée de vie d'un être humain, une fois que sa durée de vie est finie, malheureusement, on ne peut pas faire de la maintenance et remettre à jour, peut-être un jour. On n'est pas encore à ce stade, mais dans le cadre des systèmes, on suppose que voilà, si le système est en panne, si votre ampoule ne marche pas, vous pouvez le remplacer et vous aurez le même fonctionnement après avec un autre système, mais la pièce sera éclairée. Ou par exemple, votre voiture est en panne, vous pouvez le réparer et démarrer et continuer votre trajet. Donc ce qui différencie un peu tout ce qui est le domaine de statistiques qui considère la durée de vie pour les vivants et la durée de vie pour les machines et les non-vivants. Donc la fiabilité plutôt consiste à étudier, à regarder la durée de vie des composants d'un système qui est considéré comme aléatoire parce que ce serait trop beau sinon à l'avance de savoir à quelle date on aurait une panne. Aléatoire, même si on sait qu'il y a quelque part un peu d'obsolescence programmée, etc. On part du principe que c'est aléatoire. Et on s'intéresse à quoi? Le mot fiabilité, ça veut dire la probabilité à un instant donné T, par exemple aujourd'hui, quelle est la probabilité que votre système soit en vie, qui est en fonctionnement. Ça, c'est la fiabilité à l'instant T. Et nous nous intéressons à connaître ces propriétés de cette fonction et puis faire des prédictions à partir de ça. Alors, on s'intéresse aussi à une notion qui s'appelle taux de défaillance, qui vous dit quelle est la vitesse à laquelle les défaillances ou les pannes peuvent arriver. Donc, le taux de défaillance, si elle augmente, ça veut dire la vitesse d'arrivée des pannes est élevée. Si la vitesse est faible, c'est-à-dire le taux de défaillance est faible. Alors, on considère qu'on suppose pendant la durée de jeunesse ou rodage d'un système, le taux de défaillance décroît. Après, pendant une période où on considère que le système est dans un mode stationnaire, tout normalement doit fonctionner, ça peut être un jour ou quelques années. On est dans un cas où le taux de défaillance est toujours constant. Et à partir du moment où il y a un peu de vieillissement, le taux de défaillance augmente. Ça veut dire qu'avec le temps, il y a plus en plus de défaillances qui peuvent arriver rapidement. Donc, dans le domaine de fiabilité, on s'intéresse donc à étudier la fonction de fiabilité et les taux de défaillance. Alors, il faut regarder plusieurs choses. Le point de vue qu'on a sur les systèmes, il y a deux points de vue possibles. Ou on ne connaît rien du système ou de l'objet, ou parce que l'objet est simple, ou parce que c'est très compliqué. Et on s'intéresse qu'à deux choses, l'état de marche ou panne. Donc, savoir quand est-ce que de l'état marche, on passe à l'état panne. Donc, la durée de séjour dans l'état marche, ce serait la durée de vie. Par exemple, votre ampoule, on ne va pas regarder, une fois que c'est en panne, quel composant est vraiment en panne pour réparer. Souvent, on enlève et on change. Donc, on considère que sa durée de vie, c'était ça. Et de quelle manière, quel composant a été dégradé pour passer de marche à panne, ça ne nous intéresse pas souvent, sauf les spécialistes, bien sûr, et dans des ampoules très sophistiquées. Donc, dans le cas des systèmes qu'on regarde où marche et panne, on ne voit pas comment de l'état de marche on passe à l'état de panne, on parle de modèle de durée de vie et on modélise surtout la loi de probabilité qui est associée à T, le temps de séjour dans l'état de marche. On ne s'intéresse pas au mode de dégradation.
Donc toute la modélisation aléatoire repose sur la modélisation de durée de vie. Mais on peut avoir d'autres types de systèmes. Des systèmes qui passent d'un état neuf à un état panne avec des étapes intermédiaires, un peu dégradées, plus dégradées, très dégradées, et puis, à un moment donné, plus de marche possible. Alors, panne, pour certains, ça veut dire l'arrêt complet. Pour d'autres, ça veut dire que ça ne produit pas ce qu'il faut, ça ne fonctionne pas ce qu'il faut. Donc, quand on parle, par exemple, d'une panne d'un composant, ça dépend qui a défini cet état de panne. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça ne veut pas forcément dire que vous avez votre objet qui a explosé ou qui a l'arrêt complet, mais ça veut dire que son travail n'est plus intéressant pour les utilisateurs. Alors, dans ce cas-là, vous avez, voyez, entre neuf et panne, vous avez des états intermédiaires. Vous pouvez avoir un nombre d'états finis ou dénombrables entre l'état intermédiaire et la panne, ou un nombre non dénombrable d'états entre ces deux-là. Dans le cadre où on a d'un nombre dénombrable ou fini, on a une modélisation de l'état de dégradation pour modéliser comment dans le temps un système va passer de l'état neuf à la panne, avec ses propriétés derrière. Et si jamais on est dans le cadre, par exemple, je peux par exemple donner un exemple, luminosité d'une pièce qui dépend de plusieurs ampoules. Chaque ampoule va bien sûr éclairer. Vous êtes en train de lire un livre et l'objectif panne, c'est-à-dire je ne peux plus lire mon livre. Et donc chaque fois qu'une ampoule tombe en panne dans votre pièce, si vous ne le réparez pas, la luminosité se détériore, donc la lecture est moins bonne, jusqu'à ce qu'à la fin, si toutes les ampoules sont éteintes, donc vous ne pouvez plus lire et vous arriverez à l'état de panne. Donc bien sûr, luminosité avec une perte d'une ampoule, ce n'est pas pareil que luminosité avec une ampoule restante. Donc vous voyez, ça peut changer. Alors dans des systèmes plus complexes, les moteurs d'avion, les voitures, etc., c'est plus complexe que 8 ou 5 ampoules qui éclairent une pièce. Ce sont des composantes qui sont dépendantes, donc il faut regarder leur dépendance, et les états de santé de votre système aussi se modélisent d'une manière plus compliquée. On peut aussi considérer, vous avez votre pneu de voiture et vous avez une alerte qui vous dit à tel moment, quand vous avez perdu une épaisseur de votre pneu, vous allez réparer ou remplacer votre pneu. Donc c'est-à-dire que dans le temps, il y a une perte de masse de votre pneu, ce qui fait que ça va forcément moins être bien par rapport au début, mais jusqu'à ce que vous atteigniez cette limite, visiblement vous arrivez à rouler, il n'y aura pas trop de danger. Donc c'est-à-dire vous passez d'un état neuf à un état dégradé. Là, ce que je représente dans cette graphique, c'est le niveau de dégradation. On peut dire la perte de masse. Plus la perte de masse ou l'épaisseur, perte d'épaisseur augmente, plus on aura la détérioration dans la qualité de pneu et donc vous devez à un moment réagir. Ce seuil, par exemple, fait le seuil où on va réparer parce qu'on sait qu'on ne peut plus rouler avec. Bien sûr, souvent, le seuil que vous avez sur votre pneu, c'est moins grave que le vrai seuil où vous allez avoir un accident. Parce que quand vous remarquez que vous devez aller changer votre pneu, des fois, vous pouvez attendre quelques temps. Donc, ça veut dire que ce n'est pas vraiment un seuil dangereux, mais à éviter. Donc, les modèles qui vous permettent, d'une manière aléatoire, modéliser la dégradation de votre pneu, par exemple, dans le temps, en partant de l'état neuf à l'état de panne, sont des modèles aléatoires et qui nécessitent de prendre en compte plein d'états entre l'état neuf et l'état de défaillance. Il n'y a pas un nombre fini d'états entre les deux. Et dans ce cas-là, on est bien sûr à utiliser des modèles adaptés à ces configurations. Alors, pourquoi on fait tout ça? Parce que l'objectif 1, c'est pouvoir dire quelle est la probabilité à un instant T d'être en marche, quelle est la probabilité dans le futur d'être en marche, de pouvoir prédire, et donc il faut faire une modélisation de tout ça derrière. On fait une modélisation probabiliste parce que, comme on a dit, la durée de vie n'est pas considérée comme objet déterministe. On considère encore qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas dans les systèmes, même si on a des super chercheurs et ingénieurs qui fabriquent des choses extraordinaires, les utilisateurs, etc., ont aussi des comportements aléatoires. Il y a plein de choses qui font que nous ne connaissons pas l'instant de panne de manière déterministe. C'est pourquoi on va faire appel à une modélisation aléatoire pour décrire le comportement de cette durée de vie. Alors, comment on fait pour modéliser la loi de la durée de vie? On doit avoir, normalement, c'est grâce aux méthodes statistiques, en ayant, des données historiques. Si on a déjà observé des données de, par exemple, ampoules similaires,
regrouper toutes ces données, faire des calculs statistiques pour calculer la durée de vie. On peut inclure des avis d'experts, des gens qui connaissent très bien le système, parce que visiblement, on n'a pas beaucoup de données historiques. À l'aide d'avis d'experts, on peut enrichir ces informations. Et souvent aussi, il y a des tests accélérés qui font que, par exemple, votre machine à laver, on vous vend une garantie de 5 ans, parce qu'on a fait des tests accélérés. On sait que jusqu'à 5 ans, la probabilité qu'ils soient en panne est très faible, donc ils seront gagnants à vous vendre des garanties de 5 ans. Donc les tests accélérés, c'est aussi un domaine très particulier et important dans le domaine de la fiabilité et modélisation de dégradation. Vous faites des tests accélérés et vous ramenez après tout le résultat que vous obtenez sur le comportement réel que vous pouvez avoir. Parce que sinon, vous avez besoin des informations, récolter des informations sur vos systèmes pour pouvoir construire cette loi de probabilité. Alors, on a donc deux façons de construire cette loi de probabilité. Ou regarder la loi directement en oubliant qu'il y avait des états panne ou intermédiaires entre marche et panne, donc parler juste de la loi de durée de vie, ou regarder des modèles de dégradation. Donc, dans le cadre des modèles de durée de vie, pour ceux qui connaissent, il y a des lois de probabilité connues qui peuvent permettre d'utiliser et calculer la durée de vie qui est une variable aléatoire qui prend des valeurs positives. Donc, c'est la loi exponentielle, V bulle, gamma, Pareto, phase type, etc., qui sont des lois de probabilité assez connues qui sont juste utilisées pour des variables qui prennent des valeurs positives. Dans le cadre de la dégradation, la modélisation est un peu plus différente. On va associer à chaque état du système une variable aléatoire qui s'appelle xt, qui représente l'état de santé au niveau de dégradation. À chaque instant t, vous avez un niveau de dégradation qui est aléatoire, qui évolue dans le temps. Donc l'objectif, c'est de savoir quand est-ce que xt va sortir de la zone qui est considérée comme fonctionnelle et quand ça va rentrer dans la zone de panne. En général, la zone qui nous paraisse zone de défaillance, on va le considérer comme une zone donnée, et tout le reste, ce sera une zone où on peut avoir différentes dégradations et qui sera notre zone de modélisation de manière générale. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est regarder le premier temps où votre état de santé, vos indicateurs de dégradation xt rentrent dans l'état de défaillance. Ou sinon, si on s'intéresse à la fiabilité, regardez quelle est la probabilité que votre indicateur de dégradation soit dans l'état de fonctionnement. Et aussi un autre indicateur qui nous intéresse dans la durée de vie et dans la modélisation de dégradation, c'est la RUL, qui est la durée de vie restante du système à l'instant T. Donc à l'instant T, vous vous intéressez à un premier temps après T, qui fait que votre système sera en panne. Donc ça veut dire la durée de temps restant qui est entre vous et entre l'instant que vous êtes en train de faire votre calcul et votre étude et l'instant de la panne. Quel est l'intervalle qui vous sépare à la panne? Donc ces trois quantités sont des quantités qui nous intéressent quand on fait la modélisation de dégradation. Évidemment, la complexité de ces trois, bien sûr, dépend de la complexité de ce qu'on met comme modèle derrière xt, qu'est-ce qu'on met comme ensemble comme sur U, quelle loi et quel conditionnement on doit inclure pour calculer la durée de vie restante. Alors, j'ai fait une liste un peu des modèles connus qui étaient utilisés dans la dégradation. Très simple, au début, ils ont commencé à faire de la régression. La régression est plutôt, on appelait ça, comme ça prenait en compte tout ce qui était effet d'environnement, usage, etc. Se sont connus sur des modèles General Path Models, qui sont un peu des généralisations de régression, c'est donc de trajectoires déterministes avec des bruits et des variables aléatoires qui modifient un peu ces trajectoires. Donc c'est par exemple une droite avec une pente qui peut varier en fonction de différentes conditions. Après, on a des modèles un peu plus simples, chaîne de Markov, qui permet de dire, vous passez d'un état à l'autre avec une probabilité donnée, combien de temps vous restez dans chaque état, et quelle est la probabilité de passer d'un tel état et revenir dans cet état. Ce sont modélisés par les chaînes de Markov avec un nombre d'états fini ou dénombrable, par exemple, le premier exemple que je vous ai présenté.
Après, on a des modèles plus compliqués qui prennent en compte, par exemple, on peut avoir un nombre infini de sauts à chaque instant, changer d'état rapidement, on peut avoir un nombre fini d'états ou dénombrables, ou un nombre infini d'états. On peut avoir dans les états, on peut avoir une évolution déterministe suivant une équation différentielle, par exemple un modèle mécanique, dans chaque état évolue, et puis, bam, on saute dans un autre état et on a une autre équation déterministe qui évolue, qui permet de modéliser le système. Par exemple, ce que j'appelle processus de Markov déterministe par morceau, ce sont des processus où votre état de santé passe d'un état à l'autre et dans chaque état, son évolution suit un modèle physique, un modèle normalement dessus, quand on s'intéresse à la même fiabilité, très souvent on est en face des modèles de mécanique de solide ou fluide, et dans chaque état, on a une équation qui régit notre système. Alors dans l'état d'après, où c'est les paramètres de cette équation qui ont changé, ou on est en phase de notre comportement, et le passage d'un état à l'autre est donc modélisé par des passages avec des modèles aléatoires. Après, on a des modélisations qui permettent, d'une manière plus complète, prendre en compte les espaces infinis, nombre d'états infinis, ne pas se restreindre à un nombre d'états finis. Donc, on a par exemple des processus de Lévy qui, suivant votre trajectoire de dégradation, si c'est complètement monotone, par exemple, comme on a dit, la perte de masse, la perte d'épaisseur de votre pneu, ça ne peut pas varier, ça ne peut jamais s'améliorer. En général, vous perdez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'épaisseur pour votre pneu. Dans ce cas-là, on est dans une trajectoire monotone. Mais dans d'autres cas, il est possible que votre indicateur de dégradation, qui ne soit pas forcément lié à une perte de performance, ce soit quelque chose qui suit la qualité de votre système, ait un comportement non monotone, ce qui nous permet de nous ramener à des modèles un peu plus différents. Ce qui est en commun par rapport à tous les modèles que vous voyez ici, surtout à partir du deuxième modèle et jusqu'à un modèle de diffusion, ce sont des modèles où on considère, si je connais l'information sur l'état du système ou la dégradation à l'instant T, ce qui va se passer dans le futur va dépendre de ce que je connais juste à cet instant. Je ne suis pas obligée de savoir ce que j'ai eu comme information dans le passé. Ce qu'on appelle la propriété de Markov, c'est-à-dire on a des processus aléatoires qui n'ont pas de mémoire. Le mémoire, tout le résumé de l'information depuis l'état initial à un instant T se résume à l'information de l'état à un instant T. Et pourquoi dans la modélisation de dégradation on fait appel à ce genre de modèle? Parce que souvent on a remarqué dans les modèles de dégradation l'effet mémoire n'avait pas beaucoup de sens, ou même s'il y avait quelques notions de mémoire, on essayait de se débrouiller dans la modélisation pour ne pas les faire apparaître, faire en sorte que le modèle se perde de mémoire. Souvent, par exemple, si vous avez une longueur de fissure, si vous voulez vous arrivez à une longueur de fissure et vous voulez savoir demain quelle sera cette longueur, potentiellement, ça ne vous intéresse pas savoir comment vous êtes arrivé à ce niveau. Il faut surtout savoir quel est aujourd'hui le niveau et quelle sera son utilisation pour demain, comment ça va être subi sous quelles conditions pour connaître un peu son comportement demain. Donc ça ne dépend pas forcément du reste du passé. Donc ça, c'est les modélisations qui sont souvent utilisées. J'ai mis quelques exemples. Par exemple, il y avait des données de cavitation par érosion, des mesures menées sur des turbines hydrauliques et des mesures sur les mêmes choses mais au laboratoire qui ont été combinées d'une manière intelligente. Et l'idée, c'était, avec ces peu de données, parce que finalement, ce n'était pas beaucoup de données, chaque essai était très coûteux, parce qu'il faut arriver jusqu'à la panne de turbine. Chaque panne de turbine, vous pouvez imaginer que c'est coûteux. On essayait de voir quelle est la durée de vie restante si on avait une mesure donnée de dégradation, qui ici c'est la perte de masse dans cette zone de turbine qui a été considérée. En ayant ces informations dans le temps, à un instant donné, comment on peut prévoir à quel moment, par exemple dans 5 ans, ça va dépasser tel seuil. Donc il y avait un processus gamma qui était associé à cette modélisation. Et comme il n'y avait pas beaucoup de données, différents modèles ont été utilisés. Des méthodes de bootstrap ont été utilisées, ainsi que des méthodes de bootstrap associées au modèle gamma
pour donner des intervalles de confiance sur la probabilité de survie à une date future, et aussi des méthodes avec la méthode de max de vraisemblance et méthode delta méthode, pour qui ça parle, pour pouvoir aussi donner des intervalles de confiance. Donc là, ce sont des probabilités de défaillance dans le futur avec ces différentes méthodes qui sont, vous voyez, pas forcément similaires, mais pour les personnes qui les utilisaient, même s'il y avait une différence entre les différentes méthodes, avoir ces ordres de grandeur et avoir ces informations était déjà assez important pour pouvoir lancer leur nouveau modèle de turbine hydraulique. Bon, c'était un exemple. Un autre exemple, par exemple, c'était des fissures. Là, vous avez des fissures. C'était dans une centrale nucléaire ou une cinquantaine de centrales nucléaires. Vous avez des fissures qui arrivent sur le béton. La date initiale des fissures sont inconnues. Ça, on ne sait pas. On sait qu'on peut détecter avec des méthodes techniques, dans le meilleur des cas, à partir d'une taille donnée des fissures. Avant, de toute façon, ne sont pas détectables. Et en plus, les observations des fissures, ça venait avec des inspections, donc ils ne sont pas été inspectés tous en même temps, tout de suite au moment de leur apparition. Donc on a des dates différentes, toute période initiale est inconnue, et on cherchait à modéliser ces phénomènes-là, ces fissures-là, leur longueur, avec un modèle aléatoire pour pouvoir ensuite prédire le comportement futur. Donc une des études, vraiment simplifiée ici, c'était une trajectoire moyenne sur le modèle prédit et puis avec des prédictions dans le futur, qui font appel ici à ce qu'on appelle des données censurées, des données manquantes, et puis des observations qui ne sont pas mesurées à la même date. Donc ça permet aussi, ça ajoute aussi des difficultés. Et pour chaque fissure, on n'a pas exactement le même nombre d'observations. Il y a des fissures sur lesquelles on a plein d'observations, d'autres qu'on peut avoir une ou deux observations. Une autre possibilité de modélisation de dégradation, par exemple, on regarde dans une centrale nucléaire la qualité des matériaux et on regarde comment l'irradiation peut impacter la température de transition fragile ductile des matériaux. Alors, il faut faire une étude. Les études ont permis de caractériser certaines propriétés et sortir quelques échantillons de matériaux et regarder la différence de transition de température par rapport à l'affluence, c'est-à-dire le degré de bombardement de produits radioactifs sur les matériaux, et construire un modèle avec ces données-là. Là aussi, c'était un processus gamma qui a été utilisé avec des covariables, pour ceux qui voient, mais sinon si vous ne voyez pas, ce n'est pas très important. Mais c'est pour donner une idée que ces modélisations permettent ensuite, on fait des prédictions pour une fluence donnée, une dégradation donnée. On peut prédire à quel moment plus tard on va atteindre tel niveau de changement de température transition où c'est inacceptable pour notre production. Donc, bon, j'ai quelques d'autres exemples. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer des articles, vous référer des livres, que ce soit moi ou des collègues. Il y a pas mal de travaux là-dessus. Aujourd'hui, avec des mesures qu'on a, plus en plus, le domaine de la fiabilité passe du modèle de fiabilité durée de vie à la modélisation de dégradation. Parce qu'on a la chance d'avoir plus en plus de capteurs, des informations sur ce qui se passe sur chaque composant, possibilité des simulations numériques pour les tests accélérés, qu'avant ça devenait très coûteux de les faire. Ça permet de faire des analyses de modélisation de dégradation avec des modèles aussi très sophistiqués qui vont modéliser ces phénomènes-là. Alors, dans cette partie, qui est la partie initiale pour ensuite faire de la maintenance, quelles sont les questions que les gens se posent? Donc déjà, il y a pas mal de questions au niveau statistique parce que c'est un domaine où on travaille avec des systèmes sûrs, heureusement. Donc, il n'y a pas beaucoup de données de défaillance, ce qui est bien. Défaillance centrale nucléaire, on ne connaît pas 10 000, ce qui est très bien. Mais ça permet aussi ça ajoute des difficultés sur les méthodes statistiques qu'on utilise. On n'a pas forcément des collectes très régulières des données. On a des données censurées, on a des données hétérogènes, on a des données qui viennent collectées par des personnes qui inspectent et notent sur des feuilles, d'autres qui regardent à l'œil et qui cochent, et d'autres qui donnent des mesures exactes. Donc tout ça à collecter, à les utiliser ensemble et pouvoir les transformer à des informations assez sensées.
Il y a des bruits de mesure, bien sûr, ça dépend avec quoi. Si vous voulez regarder les tuyaux dans les pipelines sous la mer, chaque fois qu'ils envoient, ils peuvent envoyer des sondes, ils peuvent aussi envoyer des personnes qui vont en bas, mais on ne va pas couper forcément le pipeline pour regarder l'état de fissuration à l'intérieur. Donc forcément, on utilise des méthodes pour les mesurer indirectement, et ça fait qu'on aura des bruits qui vont s'ajouter à nos mesures. Et bien sûr, on a aussi beaucoup de phénomènes extrêmes qu'on n'avait pas envisagés avant de la mise en place du système. Donc ça, c'est une partie qui occupe quand même pas mal de communautés qui travaillent là-dessus. Sélection de modèles, c'est aussi une autre partie. L'intégration d'équations physiques en travaillant avec les personnes qui connaissent très bien les modèles. Et puis, bien sûr, faire la prédiction en prenant en compte l'usage, les conditions environnementales, etc. Ça ajoute plein de difficultés, numériques surtout, et aussi théoriques, mais des fois, théoriquement, on arrive à faire des choses qu'on a aussi des limites numériques parce qu'il faut aussi des méthodes plus innovantes pour pouvoir les mener. Ça fait appel à des méthodes de filtrage, beaucoup de filtrage particulier qui est utilisé, des méthodes de Monte Carlo, MCMC, les méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov, etc. Donc alors pourquoi on fait tout ça? C'est pour faire de la maintenance, parce que calculer la durée de vie c'est bien, mais si c'est pour calculer et regarder ça à la maison, faire un tableau et admirer, ça sert à rien. L'objectif c'est de venir et regarder la durée de vie et prendre des décisions, dire si ça tombe en panne à telle date, si c'est très dangereux, il faut que j'agisse avant, ou ah c'est bien, j'ai le temps, je ne suis pas obligé de réagir tout de suite, ça me permet de gagner un peu d'argent, j'attends. Donc la maintenance est liée directement au résultat de ce qu'on trouve dans la modélisation de dégradation et la fiabilité. Alors la maintenance, qu'est-ce que c'est? Évidemment, la première fois que j'ai entendu ce mot, je me suis dit, mais moi je ne vais pas aller devant une machine et visser quelque chose, je ne peux pas faire. On m'a dit, non, t'inquiète pas, la maintenance, ce n'est pas forcément ça. Maintenance, c'est ça, mais aussi il faut l'écrire. La personne qui va sur la machine et faire des actions mène un cahier de charges qui sont venus par des calculs qui ont été faits avant, de manière intelligente. Lui aussi, il fera de manière intelligente, mais il va suivre quand même la procédure qu'on lui a donnée. Alors, on a deux types de maintenance, maintenance corrective et maintenance préventive. La maintenance corrective arrive une fois qu'il y a une panne ou défaillance. Maintenance préventive, c'est ce qui arrive avant, d'accord? Donc, on a la marge pour choisir quand est-ce qu'on intervient pour la préventive. Pour la corrective, on n'a pas de marge. Donc, on est obligé d'intervenir à partir du moment où il y a la défaillance. On a plusieurs effets de maintenance. Maintenance, ça peut être parfaite, imparfaite, minimale ou détériorante. Maintenance parfaite qu'on appelle as good as new, c'est-à-dire remplace le système ou le rend comme neuf. Deuxième, maintenance imparfaite, il répare sans mettre à neuf, ça met dans un état entre panne et neuf. Minimal, c'est que ça met juste en mode de départ, qui peut juste fonctionner, mais c'est un peu du bricolage. Ça ne va pas du tout changer l'état du système. Et puis, maintenance détériorante, c'est que, par exemple, vous avez donné votre maintenance à des personnes qui ne savaient pas bien le faire. Ça veut détériorer le système. Même si ça commence à démarrer, il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Donc, ça met maintenance détériorante. Souvent, on parle de maintenance détériorante dans le cas de systèmes qui ont plusieurs composantes. C'est-à-dire, vous venez réparer un, vous n'avez pas regardé les autres et en faisant mal votre réparation, vous abîmez les autres. Donc, en fait, finalement, vous partez avec un système qui est moins bien qu'avant la défaillance. Donc, on a deux types de maintenance et 4 effets de maintenance. Et qu'est-ce qu'on regarde quand on parle de la maintenance et son effet? Donc, il ne faut pas oublier qu'on avait des modèles de durée de vie et des modèles de dégradation. Je ne sais pas si tout le monde suit jusqu'à ce moment-là. Donc, la maintenance ne se traduit pas de la même manière sur les modèles de durée de vie où on regarde juste les fréquences d'arrivée des pannes, le taux de défaillance, que les modèles de dégradation où on regarde l'état de santé. Alors, dans le cadre où on fait de la maintenance, si vous faites de la maintenance, vous réparez un peu, très bien, pas bien, vous impactez forcément, dans le cas de durée de vie, la vitesse d'arrivée des défaillances, donc le taux de défaillance. Donc vous modifiez forcément le taux de défaillance. Ce n'est pas comme avant. Donc le taux de défaillance du système réparé, même pas forcément neuf, mais par exemple imparfaite, n'est pas comme le taux de défaillance d'un système qui était avant mis en place jusqu'à cette date.
Donc ce qui va nous intéresser du coup, c'est ce qu'on va étudier, c'est l'intensité de défaillance qui est la fréquence d'arrivée des pannes, mais sachant tout ce qui s'est passé avant cet instant-là. D'accord? Ça prend en compte tous les événements de maintenance, les types de maintenance qu'il y a eu sur le système. Et donc, on prend en compte cette histoire et on peut étudier donc cette fonction qui est l'intensité de défaillance à l'instant T qui évolue en fonction des événements qui vont arriver sur votre processus ponctuel. Par contre, dans la maintenance, si on regarde ça d'un point de vue pour chaque cas, parfait, imparfait, dans la maintenance parfaite, ce qui se passe, vous remplacez. Donc, vous partez à un système comme neuf chaque fois. On est d'accord? À chaque réparation ou remplacement, vous avez un système comme neuf. Donc, les instants qui sont les instants de réparation sont des instants de régénération et construits. En mathématiques, on dit qu'ils construisent un processus de renouvellement. Et donc, si vous voulez savoir des choses, connaître des choses sur ce processus, il suffit de vous focaliser sur la moyenne de ce qui se passe sur juste une durée de renouvellement. Donc, par exemple, vous avez 100 000 instants de défaillance et de maintenance parfaite. Si vous regardez la moyenne de ce qui se passe sur la première réparation, déjà, vous avez une information qui vous dit en moyenne comment ça va se passer sur la totalité de ces 100 000 événements à venir. Donc, c'est des processus qui nous permettent de simplifier les calculs. Alors, dans le cadre de la maintenance parfaite, qu'est-ce qui se passe? Le taux de défaillance du début, que je vous ai dit, le taux d'arrivée des pannes, une fois que le système est remplacé, ça devient comme le taux de départ. Donc, l'intensité se modélise de cette manière. Donc, vous avez une panne, vous revenez à zéro et vous repartez exactement avec la même pente et au départ. Vous partez du niveau zéro et tout instant de départ. La même opération n'est pas valable si vous avez une maintenance imparfaite ou minimale. Dans le cadre de la maintenance parfaite, quand vous avez un modèle de dégradation, l'état initial, l'état après la maintenance, ça va être l'état de santé comme c'était neuf. Donc, comme si vous partiez un X à l'instant T0. Par exemple, si vous avez des dégradations sur un espace d'état continu, vous faites une réparation, vous devenez un état neuf, comme au début. Donc, les instants ici sont des instants de réparation et vous remettez une remise à neuf. Cette durée ici, c'est une durée de remplacement. Donc, c'est un cycle de renouvellement, ça c'est un cycle de renouvellement, etc. Donc, si je veux faire des études sur des 100 000 scénarios qui peuvent arriver dans le futur, il suffit que je fasse une étude sur une moyenne de ce qui peut se passer juste sur une durée moyenne de ce cycle. Pareil, pour le cas où je passais d'un état à l'autre, ça veut dire qu'une fois que j'ai panne, je remplace et je reviens à l'état neuf. Comment on fait pour la maintenance imparfaite? Pour la maintenance imparfaite, il y a une millier de façons de le faire. La seule chose qu'il faut se retenir, c'est que ce que je fais comme action, c'est que je ne peux plus amener l'intensité, la vitesse d'arrivée des défaillances comme à l'état neuf. Donc, je fais une opération qui le met en état entre neuf et panne. Donc, je rajeunis un peu. Cet rajeunissement, on l'appelle l'âge virtuel. On ajoute un âge virtuel au système. On le rajeunit, mais virtuellement. C'est-à-dire, le système, après 10 ans, je le répare, ça ramène à un système qui a vécu, par exemple, 5 ans. D'accord? Si je avais un système vraiment qui avait vécu 5 ans, ce serait comme ce que je suis en train de faire pour aujourd'hui sur mon système. Sur la dégradation, c'est un peu plus compliqué. Je suis obligée de baisser le niveau de dégradation ou d'une manière déterministe ou aléatoire. Par exemple, vous avez votre fissure qui évolue, vous venez, vous intervenez, vous rafistolez un peu pour un peu peut-être enlever la fin de la fissure, mais le début reste pareil. Bon, c'est pas forcément, dans certains cas, par exemple pour la fissure, c'est peut-être trop coûteux d'amener quelqu'un et faire juste la moitié du travail, c'est mieux de tout faire, mais dans d'autres cas un peu compliqués, ça vaut le coup déjà de réparer un minimum et pas aller faire la réparation complètement. Dans le cas de la maintenance sur une dégradation, l'état de santé après la maintenance, c'est en proportion de l'état de santé juste avant la maintenance. Un petit dessin pareil. Donc là, ça c'est la dégradation. Hop, je l'améliore après la panne. Hop, je l'améliore après la panne. Et chaque fois, j'ai un état qui est mieux que ce qui est au-dessus de elle, qui est considéré comme zone de défaillance.
Ou dans le cas comme ça, une fois que j'arrive à l'état de panne, je peux revenir à des états un peu moins dégradés, mais bien sûr pas à l'état neuf. Ça, c'est la maintenance imparfaite. Après, nous avons des maintenances qu'on appelle maintenance... donc, tous les autres maintenances, je dis parfaite, imparfaite, tout ça, c'est des cas particuliers d'imparfaite. Imparfaite, si c'est un modèle général, la parfaite, c'est le cas où on améliore 100%, et le minimal, c'est qu'on améliore très peu. Qu'est-ce que c'est la maintenance minimale? C'est que le taux de défaillance ne change pas. On va juste faire en sorte que ça part, et comme si on ne l'avait pas rajeuni. On ne rajeunit pas le système, ça part comme dans l'état où il était. Donc là, vous avez le taux de défaillance, dans l'intensité. À chaque instant, où il y a même des opérations de maintenance, vous ne voyez pas vraiment l'effet parce qu'il n'y a pas de rajeunissement. L'intensité va continuer. Ces modèles-là, qu'on les appelle as bad as old, sont donc les modèles imparfaits. Et donc, on peut avoir des milliers de modèles de ce genre. Je vous donne deux modèles de maintenance imparfaite. C'est par exemple, à l'âge, vous réduisez, après le IM maintenance, vous réduisez l'âge du système à l'instant I à une proportion de sa durée de vie totale à l'instant I, ou vous réduisez l'âge en faisant une proportion entre l'âge précédent et ce qui s'est passé entre la précédente opération et dernière opération. Et vous avez des schémas de ce type pour modéliser l'intensité de défaillance. Donc l'intensité, pour ceux qui ont oublié, c'est... D'accord, donc c'est ça. Donc du coup, je vais aller très très vite. Bon, les questions sont là. Et je vais juste vous parler de la politique de maintenance. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de maintenance? C'est quand et comment on va faire la maintenance préventive. Comment faire la maintenance corrective et suivant quels critères. Comment, ça veut dire choisir quel effet, parfaite, imparfaite, minimale ou détériorante. Bon, détériorante, on ne choisit pas, on le subit. Quand, ça veut dire faire périodiquement, baser du surage ou autre chose. Et les critères, c'est quels critères? Suivant le coût ou la disponibilité. Où on cherche à minimiser un coût total ou maximiser la disponibilité, qui est la durée de temps où votre système était en fonctionnement. Alors, la maintenance périodique, c'est une maintenance qui remplace le système préventivement. Si je fais une maintenance périodique parfaite, c'est un schéma, je vous donne 4 exemples de maintenance. Périodique, c'est que vous faites des opérations préventives périodiquement. Et si entre-temps, le système est tombé en panne, vous aussi vous remplacez. D'accord? Donc, vous avez des remplacements périodiques et des remplacements suivant la panne. Et donc, vous essayez de regarder le coût et minimiser ce coût-là. Bien sûr, là, c'est le schéma très simple. C'est un exercice qu'on donne dans un cours de maintenance. La vraie vie, c'est que périodique, ils n'ont pas la même période, c'est pas forcément parfait, etc. Il y a la maintenance basée sur l'âge, c'est que vous dites, quand ma machine aura 10 mois, je vais venir intervenir et par exemple faire un remplacement, ou 10 ans. Et puis il y a aussi les périodes de panne, mais dans ces maintenances-là, on peut ne pas remplacer, attendre qu'il y ait la prochaine réparation et avoir une durée d'indisponibilité, ou sinon, une fois qu'il y a la panne, je remets à neuf et je recalcule l'âge pour venir intervenir encore au bout de 10 mois, 10 mois ou 10 ans de mon système. Donc ça, c'est les politiques assez basiques qui sont utilisées, qui ne nécessitent pas de connaître l'état de dégradation. Les deux politiques qui sont actuellement très à la mode, parce qu'on a beaucoup de données, de capteurs, etc., c'est les politiques conditionnelles et prédictives. Conditionnelle dit quoi? Dit que vous suivez votre dégradation, à chaque instant, vous avez des observations, vous avez le choix de décider ou non d'intervenir. Vous avez, par exemple, dans le cas schéma simple ici, j'ai 2 seuils, un seuil préventif et un seuil correctif. Si je suis dans un cas où mon état de santé est modélisé par une trajectoire unidimensionnelle, etc., tout est simple que je peux illustrer ici. À un instant donné, vous voyez que vous rentrez au-dessus d'un seuil, c'est-à-dire dans une zone que vous considérez un peu dangereuse. Vous faites une intervention et vous faites une action préventive. Si lors de vos observations, vous dépassez le seuil L, vous faites une maintenance corrective. Donc les actions de maintenance sont définies par rapport au seuil que vous avez ici. Ce seuil est un seuil de panne qui n'est pas à définir. Ce seuil, c'est un seuil à définir et à optimiser. Pareil que les moments d'inspection. Donc ça, c'est conditionnel parce que ça dépend de la condition, l'état du système, et c'est une maintenance qui est prise, la décision est prise en ligne.
Au fur et à mesure, vous décidez. L'optimisation de ce seuil et la période d'inspection n'est pas fait en ligne, c'est fait avant, mais c'est en ligne que vous décidez quand est-ce que vous intervenez. Bien sûr, si vous ne pouvez pas intervenir tout de suite, parce qu'il n'y a pas toujours tout de suite, si vous êtes en mer et que vous devez préparer tout pour aller réparer, vous allez avoir une période d'indisponibilité avant d'aller intervenir. Et puis, bon, je vais vous pas parler de tout ça. Et dernière maintenance, c'est la maintenance prédictive. La maintenance prédictive, c'est quoi? C'est qu'à chaque instant, pareil, ça nécessite d'avoir des données, des mesures, c'est des calculs en ligne. À chaque instant, vous calculez quelle est la durée de vie restante. Et comme la durée de vie restante, c'est aléatoire, donc vous calculez la probabilité de durée de vie restante. Et par exemple, vous vous dites, OK, si je vois que la probabilité de durée de vie restante, c'est 1 an, et pour moi, 1 an, c'est déjà dangereux, là, je vais intervenir, faire une maintenance préventive. Si vous décidez qu'1 an, ce n'est pas dangereux, vous n'intervenez pas. La décision que j'interviens à partir de quel seuil, ça, c'est la chose à optimiser. Et quand est-ce qu'il faut observer le système, combien il faut prendre des décisions, ça aussi, c'est à optimiser. Donc en tout, il faut trouver une combinaison, l'équilibre entre le coût préventif et le coût de panne, pour savoir quand est-ce qu'intervenir et mettre de l'argent pour aller observer, et quand est-ce que je vais payer le coût de panne. Donc ça, c'est la maintenance dans toute sa généralité. Et puis, beaucoup de modélisation en cours. Je vous mets des références. Et si vous avez envie de plus de détails, vous pouvez me poser des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux commencer peut-être. Je suppose que le même type de méthode s'utilise quand on échange panne pour maladie, donc pour la santé, et ce type de... Une partie de la maintenance parfaite en santé, c'est difficile. Il n'y a pas as good as Sauf new. si as good as new, du cœur, peut-être si on fait vraiment, on remplace le cœur, mais as good as new d'une personne, c'est compliqué. Oui. Préventive peut-être, c'est ce qui exactement différencie, c'est la frontière. Les méthodes sont très similaires en fiabilité maintenance et tout ce qui est médecine pour la mathématiques ou statistique et proba pour la médecine, mais cet aspect-là est différent. Le coût qu'on a pour la panne, c'est-à-dire le décès du patient, c'est infini, tandis que le coût pour un objet, c'est quand même pas à ce point important. Olivier. Oui, juste une question. Quand il y a des systèmes complexes, pardon, avec, tu as parlé par exemple des centrales nucléaires, il y a énormément de systèmes différents, on va dire, qui sont susceptibles de tomber en panne. Est-ce qu'on arrive à modéliser justement la panne d'un système, sachant l'état des autres systèmes? Alors déjà, dans ce que je connais et j'ai étudié, souvent on regarde les sous-systèmes et on regarde avec les dépendances, parce que ce qui est compliqué surtout dans les systèmes, c'est la dépendance qu'il y a entre les composants. C'est souvent considéré comme modèle à dépendance aléatoire, donc on a cette modélisation assez complexe derrière. Donc si le modèle le permet, on peut le faire avec cette modélisation, mais si ça commence à être très très compliqué, on passe sur les modèles de durée de vie, c'est-à-dire ça devient une boîte noire, on ne peut plus tout modéliser. Donc ce qui nous intéresse, c'est par exemple l'interaction entre modèles de durée de vie de plusieurs systèmes, et on ne regardera pas les sous-systèmes. Donc on regardera que les dépendances des systèmes via leur durée de vie et pas via leur dégradation. Donc ça dépend vraiment à quel regard, quelle loupe on a sur le modèle. Ouais. J'avais une question ça ressemble un peu, c'était sur les questions de contagion, c'est-à-dire plusieurs systèmes entre eux et comment les probabilités passent de l'un à l'autre. C'est quoi le type de modèle qui est utilisé là-dessus? Par exemple, là je ne l'ai pas présenté. Il y avait un modèle, il y en a plein, hein, mais je donne un exemple. On avait une structure métallique, justement dans le central nucléaire, qui sont liées avec des vis, donc avec des milliers de vis. Et chaque vis cassée fait qu'il y aura plus de charge sur les autres. Et donc l'intérêt, c'est un modèle simple au niveau... c'est que la même chose qui se répète dans une structure grande. La modélisation mathématique, ça permettait de construire un modèle spatial.
Donc c'était sur les taux de défaillance qu'on regardait, on ne regardait pas la dégradation, on considérait une vis cassée ou pas, donc 2 états. C'était la dépendance spatiale qui était intéressante. Pour chaque vis, on met un voisinage, on regarde quel voisinage impacterait comment sur chaque vis. Et bon, évidemment, à partir d'un voisinage très élevé, on peut dire qu'il n'y a pas tant d'impact. Et donc, la modélisation se faisait en modélisant le système sur les taux de défaillance, en considérant la dépendance spatiale. Et il y a les covariables qui sont aussi un peu matériaux qui sont utilisés pour montrer un peu la qualité de la structure. Mais donc ça se fait cas par cas, et bien sûr le spatial c'est très important parce que la dépendance d'une chose, bon, dans un avion c'est pas très important où se trouve telle ou telle chose, mais dans un parc éolien par exemple, c'est très important parce que la production dépend aussi de la localisation de la panne. Ça peut impacter directement la production des autres éoliennes. Donc la notion spatiale est importante. À quel moment intervient la modélisation dans une conception de moteur, par exemple, pour l'entretien? Est-ce qu'un constructeur, il l'intègre dès le début ou pas? Normalement, avant que, si j'ai bien compris la question, avant que l'objet sorte en vente sur le marché, il y a des tests accélérés qui sont faits pour étudier l'état. Ils font tous des tests de fiabilité accélérés. Et là-dessus, s'ils s'intéressent à la maintenance et qu'ils veulent proposer des plans de maintenance ou des garanties, ils font aussi des calculs liés à ça avant la mise en vente. Ou sinon, il y a des sociétés qui sont spécialisées en maintenance. Ils prennent l'objet, par exemple SNCF. Il y a des parties de SNCF qui réparent, fait la maintenance, mais qui ne travaillent pas avec ceux qui fabriquent. Ce qui fait qu'eux, ils considèrent, ils subissent les modèles. Donc, ils ont proposé des actions de maintenance à travers les données qu'ils ont. Donc, ils récoltent les données de panne, etc. Et ils essayent de proposer à partir de ça des méthodes de maintenance. Donc ça dépend de la compagnie qui gère la maintenance, service après-vente. Oui, merci pour ton exposé déjà. Une question, moi j'aurais voulu savoir la part des choses entre deux choses. Il y a une partie stochastique, statistique, modélisation, et puis il y a une partie modélisation physique. Hein. Moi, j'aurais tendance à mettre tout le poids sur la physique et à oublier les statistiques, peut-être parce que je connais moins cette partie-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que les statistiques sont finalement plus importantes, voire même fondamentales par rapport au modèle physique, ou est-ce que ça dépend des cas? Quelle est ta position? Je pense que les deux sont importants, évidemment. L'idéal, comme j'ai dit à un moment, c'est de pouvoir combiner les deux. Mais combiner les deux intelligemment, c'est un peu plus difficile et pas toujours aussi performant qu'on peut imaginer. Et ça dépend aussi de la qualité des données et des modèles. Parce que si votre modèle physique est très complexe, qui fait intervenir tellement de paramètres que finalement on va avoir du mal à modéliser correctement pour pouvoir prédire le futur avec tous les scénarios possibles, on peut se dire je fais une abstraction, je fais une simplification de modèle pour me permettre plus de marge sur mon imagination de le futur. C'est ça un modèle aléatoire. Peut-être la modélisation paraît simple, mais l'imagination qu'on peut se permettre pour avoir des scénarios différents dans le futur est plus élevée. Tandis que si on fait un modèle statistique dès le début, si le modèle en soi est simple, peut-être que ce n'est pas très intelligent. On a peu de données, on ne fait pas des bonnes statistiques, on aurait pu peut-être très bien faire aussi avec physique. Mais après, tout ce que je fais ici, c'est en lien avec la prédiction. Prédiction, ça veut dire... prédiction, ça veut dire les conditions environnementales futures, conditions d'utilisation futures, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a pas mal de peut-être choses inconnues aussi qui vont rentrer dans le jeu, qui sont peut-être difficiles à être traitées directement par le mécanique. Mais je pense que peut-être un jour, c'est possible aussi de combiner correctement les deux 100%. Merci beaucoup. Je suggère qu'on continue la conversation avec le café. Donc, merci beaucoup, Mitra, pour cette présentation.